Une icône sous l'œil implacable des médias. Bienvenue dans ce voyage à travers le temps, où nous allons explorer une figure qui a marqué les esprits pendant près de 3 décennies par sa force indomptable, sa grâce naturelle et son élégance intemporelle. Nous parlons aujourd'hui de celle qui, de 2009 à 2017, a tenu le rôle de première dame des États-Unis avec une dignité exemplaire, naviguant avec une résilience remarquable à travers les tempêtes médiatiques qui ont accompagné son mari, Barack Obama, dans son ascension politique. Imaginez un instant, chaque pas, chaque sourire, chaque geste scruté par des millions de pères d'yeux à travers le monde, dans un pays où l'histoire et les préjugés pèsent lourdement. Elle a porté ce fardeau avec une élégance rare, devenant un symbole d'inspiration pour des générations, particulièrement pour les femmes et les minorités. Mais derrière cette façade polie, derrière ce soutien inébranlable offert à son époux, un murmure s'est amplifié au fil des ans. Des doutes, des rumeurs, des ombres qui ont terni l'image d'une union présentée comme un modèle d'harmonie. Ces spéculations, nourries par la presse à sensation et les réseaux sociaux, ont oscillé entre intrigues romantiques et accusations d'infidélité, créant un contraste saisissant avec l'image publique du couple. Aujourd'hui, en octobre 2025, alors qu'elle entre dans sa 6e décennie à l'âge de 61 ans, elle choisit de briser le silence dans une série d'interviews émouvantes, diffusées à travers des plateformes comme CNN et des podcasts influents. Ces confessions, marquées par une vulnérabilité rare, visent à rétablir la vérité sur son mariage, à démêler les fils des rumeurs qui ont entouré sa vie avec Barack à la Maison-Blanche, et à offrir une perspective intime sur les défis qu'ils ont surmontés. Mais avant de plonger dans ces révélations bouleversantes, prenons le temps de remonter à ses origines, de découvrir les racines de son parcours, de retracer sa rencontre avec Barack, et d'explorer les origines profondes de ces murmures qui ont persisté. Ce récit ne sera pas seulement une exploration de sa vie, mais aussi un miroir de l'évolution de la société américaine, des luttes pour l'égalité aux pressions exercées sur les figures publiques. Préparez-vous à une immersion totale dans une saga humaine et historique. Si vous aimez ces histoires captivantes, abonnez-vous, laissez un like, et restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Une enfance forgée dans la résilience et un héritage profond. Michelle Lavone Robinson naît le 17 janvier 1964 dans le quartier vibrant de South Shore, à Chicago, Illinois, au cœur d'une famille modeste mais riche d'une histoire qui s'étend sur des générations. Elle est la fille aînée de Fraser Robinson III, un homme robuste travaillant comme ouvrier dans une usine de traitement des eaux de la ville, et de Marion Shields Robinson, une secrétaire qui abandonne son emploi pour se consacrer pleinement à ses enfants, Michelle et son frère Craig, nés 21 mois plus tôt. Leur maison, située au 436 South Euclid Avenue, est un espace loué à la grande-tante de Michelle, qui occupe le rez-de-chaussée, tandis que la famille s'installe à l'étage dans un cadre simple mais chaleureux, imprégné de valeurs familiales et communautaires. Un héritage tissé de souffrance et de résilience. L'arbre généalogique de Michelle est un témoignage vivant de l'histoire afro-américaine, marqué par les cicatrices de l'esclavage et les triomphes de la liberté. Du côté paternel, ses ancêtres appartiennent aux Gula, une communauté d'origine ouest-africaine établie dans la région de Low Country en Caroline du Sud, connue pour sa langue créole et ses traditions uniques. Son arrière-arrière-grand-père, Jim Robinson, né en 1850 sur la plantation Friendfield, près de Georgetown, dans des conditions d'esclavage brutales. À l'âge de 15 ans, en 1865, il obtient sa liberté avec l'abolition de l'esclavage après la guerre civile, un tournant qui marque le début d'une lente reconstruction pour sa famille. Certains de ses descendants vivent encore aujourd'hui à Georgetown, préservant des liens avec cette terre chargée d'histoire. Son grand-père, Fraser Robinson Jr. Un homme pragmatique, construit une maison en Caroline du Sud avant de migrer vers Chicago avec sa femme Levi, participant à la grande migration qui voit des millions d'Afro-Américains quitter le Sud pour le Nord dans l'espoir d'une vie meilleure. Du côté maternel, l'histoire est tout aussi complexe et émouvante. Son arrière-arrière-arrière-grand-mère, Melvinia Dozier Shields, née esclave en Caroline du Sud au début du XIXe siècle. Vendue à Henry Walls Shields, un fermier géorgien possédant une ferme de 200 acres dans le comté de Clay, près d'Atlanta, elle donne naissance à Dolphy T. Shields vers 1860. Des recherches généalogiques, incluant des analyses ADN menées dans les années 2000 par des historiens comme Annette Gordon-Reed, suggèrent que le père de Dolphy pourrait être Charles Marion Shields, un fils de 20 ans du propriétaire, impliquant une relation probable entre Melvinia et Charles. Après l'émancipation, Melvinia a 2 autres enfants métis, vivant à proximité des Shields, et adopte leur nom de famille avant de le modifier légèrement.
Dolphu et sa femme Alice s'installent à Birmingham, Alabama, leurs descendants migrant vers Chicago et Cleveland au XXe siècle, intégrant la classe ouvrière urbaine et contribuant à la diversité culturelle de ces villes. Une enfance ancrée dans la communauté et les défis. Dans cette maison de South Shore, Michelle grandit dans un environnement familial traditionnel où les rôles sont clairement définis. Marion reste à la maison pour éduquer ses enfants, tandis que Frasé, malgré une sclérose en plaques diagnostiquée dans les années 1960, travaille dur et assume un rôle de pilier moral. Cette maladie, qui le laisse parfois alité, forge chez Michel une détermination à réussir pour honorer ses sacrifices. Les repas familiaux sont un rituel sacré, autour d'une table où se mêlent discussions animées, rires et conseils de vie. Les loisirs incluent des parties endiablées de Monopoly, des lectures partagées de classiques comme Les raisins de la colère, et des visites fréquentes de la famille élargie, renforçant un sentiment d'appartenance. L'école élémentaire, située à quelques pâtés de maison, facilite ses débuts scolaires, tandis que des vacances estivales dans une cabane modeste à White Cloud, Michigan, offrent un répit bienvenu. Michel développe une sensibilité artistique grâce à des cours de piano dispensés par sa grande-tante, une professeure exigeante qui voit en elle un talent brut. La famille fréquente régulièrement l'église méthodiste unie de South Shore, où les sermons et les chants gospel nourrissent son esprit spirituel. Avec son frère Craig, un athlète prometteur, elle saute la 2e année scolaire, un signe précoce de leur intelligence exceptionnelle. Cette décision, prise avec l'accord des enseignants, reflète leur potentiel académique, mais aussi la pression implicite de réussir dans un environnement où les opportunités sont limitées. À 12 ans, Michel intègre une classe de surdoués à l'école Brenner, rebaptisée Boucher Academy, un programme rare pour une fille de South Shore à cette époque. À 14 ans, elle entre au lycée Whitney Young, le premier lycée sélectif de Chicago, fondé en 1975 pour offrir une éducation d'excellence aux talents prometteurs. Ce trajet de 3 heures aller-retour, reliant South Shore au Near West Side, devient un défi quotidien. Elle y côtoie Santita Jackson, fille du révérend Jesse Jackson, une figure clé des droits civiques, et fait face à des discriminations de genre subtiles. On valorise souvent Craig plutôt qu'elle. Malgré cela, elle excelle, figurant au tableau d'honneur, suivant des cours avancés en littérature et sciences, rejoignant la Société nationale des honneurs, et devenant trésorière du conseil étudiant. En 1981, elle termine 2e de sa promotion de 400 élèves, un exploit qui attire l'attention des recruteurs universitaires et marque le début de son ascension vers des horizons plus vastes. Une éducation qui défie les barrières et les préjugés. Encouragée par son frère Craig, diplômé de Princeton en 1983 avec des honneurs en sociologie, Michel s'inscrit à l'université de Princeton en 1981, une décision audacieuse dans un contexte où peu de femmes afro-américaines de son milieu osent viser une institution d'élite. Elle choisit une spécialisation en sociologie avec une mineure en études afro-américaines, obtenant un baccalauréat avec distinction en 1985. Sa thèse de 99 pages, intitulée Princeton Educated Blacks and the Black Community, supervisée par le professeur Walter Wallace, est un travail pionnier qui explore l'identité et l'intégration des diplômés noirs après une éducation dans une université prestigieuse. Elle y interroge si ces diplômés maintiennent des liens avec leur communauté d'origine, un sujet personnellement significatif. Malgré les mises en garde de certains professeurs qui la jugeaient trop ambitieuse pour Princeton, elle persévère, portée par l'exemple de Craig et une détermination intérieure. Un début chahuté à Princeton. Sa première année est un choc culturel et émotionnel. Sans antécédents universitaires familiaux, ni ses parents ni ses grands-parents n'ont poursuivi d'études supérieures, elle se sent initialement submergée. Une anecdote marquante illustre les tensions raciales. La mère d'une colocataire blanche, choquée par la présence de Michel, demande son transfert, un incident qui la marque profondément. À Princeton, elle prend conscience de son identité ethnique de manière aiguë, malgré les efforts des professeurs et des pairs pour l'intégrer. Elle rejoint le Third World Center, rebaptisé Carla Field Center, un espace de soutien pour les étudiants issus de minorités, où elle gère un centre de garde d'enfants et organise des séances de tutorat. Là, elle remet en question les méthodes d'enseignement traditionnelles, plaidant pour une approche conversationnelle en français, un choix qui reflète son désir d'adapter l'éducation aux réalités culturelles. Pour sa thèse, elle envoie un questionnaire à 400 anciens élèves afro-américains, n'obtenant que 90 réponses. Ses conclusions, publiées en 1985, contredisent son hypothèse initiale.
Les diplômés noirs tendent à s'éloigner de leur communauté après Princeton, un constat qui la pousse à réfléchir sur son propre chemin. Un triomphe à Harvard. Après Princeton, elle s'inscrit à la Harvard Law School, où elle décroche un Juris Doctor, JD, en 1988. Mentorée par Charles Ogletree, un professeur respecté, elle surmonte les doutes qui l'ont hantée à Princeton, résolvant son conflit interne entre les attentes familiales et son identité noire. Elle participe à des manifestations pour une plus grande diversité parmi les professeurs, un combat qui résonne avec ses expériences passées. Au Harvard Legal Aid Bureau, elle aide des locataires défavorisés à naviguer les complexités juridiques du logement, renforçant son engagement communautaire. Troisième première dame avec un diplôme de troisième cycle, après Hillary Clinton et Laura Bush, elle voit dans son parcours une série d'opportunités inattendues qu'elle attribue à sa persévérance et au soutien de figures comme Ogletree. Ces années académiques forgent une femme confiante, prête à transformer ses idéaux en actions concrètes. Une carrière au service de la communauté et de l'innovation. Après Harvard, Michelle débute sa carrière en 1988 chez Sidley et Austin, un prestigieux cabinet d'avocats à Chicago, où elle se spécialise en droit du marketing et de la propriété intellectuelle. C'est là, en tant que conseillère pour les stagiaires, qu'elle rencontre Barack Obama en 1989, marquant le début d'une relation transformative. En 1991, elle occupe des postes municipaux à Chicago, servant comme assistante du maire et commissaire adjointe à la planification et au développement, où elle travaille sur des projets d'urbanisme inclusif. En 1993, elle prend la direction de Publicali, une organisation caritative visant à impliquer les jeunes dans les problèmes sociaux. Son talent pour la collecte de fonds y est exceptionnel. Elle établit des records qui restent inégalés pendant 12 ans, une prouesse qu'elle attribue à sa capacité à inspirer les donateurs. Une ascension dans les institutions. De 1996 à 2002, elle devient doyenne associée des services aux étudiants à l'Université de Chicago, où elle crée et supervise le Centre de services communautaires, un espace dédié à connecter les étudiants avec les besoins locaux. En 2002, elle rejoint les hôpitaux de l'Université de Chicago comme directrice exécutive des affaires communautaires, puis est promue vice-présidente en mai 2005. Ce rôle, qui lui rapporte 273 600 $ en 2006, sur un revenu familial de 991 296 $, incluant les écrits de Barack, lui permet d'influencer les politiques de santé publique. Elle siège également au conseil d'administration de Treehouse Foods, un fournisseur majeur de Walmart, jusqu'en 2007, quittant ce poste après des critiques publiques sur les pratiques de l'entreprise lors d'un forum de l'AFL-CIO à Trenton, New Jersey, le 14 mai 2007. En 2021, à 57 ans, elle annonce une transition vers la retraite, réduisant sa charge de travail pour se consacrer à Barack, tout en restant impliquée dans des campagnes politiques. La rencontre avec Barack et les ombres des rumeurs. Barack Hussein Obama naît le 4 août 1961 au Kapiolani Medical Center for Women and Children à Honolulu, Hawaï, de Anne Dunham, une Américaine de 18 ans, et de Barack Hussein Obama sœur, un Kenyan de 27 ans. Ses origines mêlent des ancêtres anglais, gallois, allemands, suisses, irlandais et africains, reflétant une diversité unique. Ses parents se séparent en mars 1964, et il vit en Indonésie avec sa mère et Lolo Setoro de 1967 à 1971, apprenant l'indonésien et fréquentant des écoles locales comme Santo Francisco Azizi. De retour à Hawaï, il intègre Punahou School en 1971, obtenant une bourse, et y reste jusqu'en 1979. Michelle le rencontre en 1989 chez Sidley et Austin, où elle le supervise. Leur premier rendez-vous, pour voir Do the Right Thing de Spike Lee, mène à un mariage le 3 octobre 1992 à Chicago. Après des fausses couches, Malia, 1998, et Sacha, 2001, naissent par fécondation in vitro. Une carrière politique et des rumeurs. La carrière de Barack décolle avec son élection au Sénat de l'Illinois en 1996, puis au Sénat US en 2004 après un discours marquant à la Convention démocrate. Président en 2008, réélu en 2012, il signe l'Affordable Care Act, élimine Oussama Ben Laden en 2011 et négocie l'accord nucléaire iranien en 2015. Mais des rumeurs d'infidélité émergent, notamment avec Sheila Miyoshi Yager, rencontrée dans les années 1980 à l'Université de Chicago. Selon le livre Rising Star de David Garrow, 2017, Barack la demande en mariage 2 fois, mais elle refuse,
citant sa jeunesse et les objections familiales. Leur relation s'achève en 1987, mais une correspondance post-1989, révélée par des lettres, alimente les spéculations. En thérapie de couple dans les années 2000, ils renforcent leur lien, une démarche qu'elle évoque en 2025 pour dissiper les doutes. Première dame et un héritage qui inspire. À la Maison-Blanche, Michelle lance Let's Move en 2010 pour lutter contre l'obésité infantile, joignant force avec Jill Biden pour soutenir les militaires, Richie Gay pour l'éducation, et Let Girls Learn pour les filles mondiales. Elle gère les événements officiels avec une élégance saluée, accueillant des dignitaires et organisant des dîners d'État mémorables. Marianne Robinson, sa mère, s'installe avec eux pour aider avec Malia et Sacha, scolarisés à l'Université de Chicago puis à Sidwell Friends. Son influence perdure en 2025, avec des initiatives éducatives et des discours inspirants. Un legs d'authenticité et de résilience. En octobre 2025, à 61 ans, Michelle Obama révèle dans une interview sur The Oprah Winfrey Show les défis de son mariage, confirmant leur thérapie et leur amour durable face aux rumeurs. Ce témoignage, accompagné de son livre Becoming, 2018, et d'un projet de documentaire, redéfinit son héritage. Leur parcours, marqué par des triomphes et des luttes, inspire des millions. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos réflexions en commentaire, likez pour soutenir, abonnez-vous pour plus de récits, et explorez la vidéo suivante pour continuer l'aventure.